Et l'invité ce matin, c'est vous, Amaury Guérin. Bonjour. Bonjour à vous. Skipper, donc Gilles Aucrucien, d'Adoption, groupe Satov. Vous vous apprêtez, Amaury, à prendre le départ le 21 septembre prochain de la Mini Transat. Départ qui d'ailleurs sera à suivre en direct sur Télé Vendée. J'en profite bien sûr pour le rappeler. La Mini Transat, un passage important quand on est un jeune skipper. Course particulière avec des conditions particulières. Exactement. Alors la Mini Transat, c'est pas une Mini Transat, c'est une transat complète sur des mini bateaux de 6,50 m. Et donc c'est souvent considéré comme la course école de la course au large, c'est-à-dire la première course au large à laquelle on participe en tant que skipper. Et qui se fait sans moyen de communication moderne, ce qui la rend forcément aussi un peu plus compliquée, j'imagine. Exactement. Quand on est en mer, on a uniquement une petite radio, toute petite radio qui permet de recevoir à sens unique, donc depuis la Terre, une météo qui est assez sommaire, et on ne peut pas réémettre de notre côté pour communiquer avec la Terre. Donc course en solitaire, par étapes, parce qu'il y aura un premier point d'arrêt dans les Canaries, si je ne dis pas de bêtises, avant de prendre la direction de la Guadeloupe. Exactement, sur l'île de La Palma dans les Canaries, puis Saint-François en Guadeloupe. Donc une dizaine de jours de mer pour la première étape, puis 15 jours de mer pour la deuxième étape, avec une arrivée mi-novembre en Guadeloupe. D'un point de vue sportif, certains spécialistes, notamment au sein de la rédaction de Télé Vendée, qui suivent avec attention la voile, m'ont dit Amaury Guérin peut-être l'un des possibles favoris de cette édition de la Mini Transat. C'est vrai, quand on regarde le parcours sur les 2 dernières saisons, 4 victoires en solitaire, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors pourquoi pas? Par contre, il faut bien avoir en tête que la Mini Transat, ça reste une course complètement différente des courses de préparation qui duraient en règle générale 2-3 jours. Là, on part sur 25 jours de course, donc c'est complètement différent dans le format. Ce qui fait que c'est comme si on évaluait les capacités de quelqu'un en trail sur son temps aux 100 mètres. Donc il y a vraiment une différence entre les deux courses et je préfère ne pas faire de pronostics avant le départ. On verra à l'arrivée, en tout cas je vais donner le maximum pour être bien placé en Guadeloupe. Alors ce qui est particulier, c'est qu'une fois la Mini Transat faite, une fois l'arrivée en Guadeloupe faite, le retour ne sera pas immédiat. Vous avez prévu de rester quelques mois, je crois, notamment à Montréal pour votre cursus universitaire, pour vos études, avant de repartir dans l'autre sens, retour en Guadeloupe pour revenir en France. Objectif cette fois-ci, traverser l'Atlantique, 7000 km en solitaire. Exactement, donc en une seule étape, ramener le bateau de Guadeloupe jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mon port d'attache. Ce projet, en fait, il est né dès le début de mon rêve de Mini Transat. C'est-à-dire que j'ai longtemps rêvé de Mini Transat en tant que jeune navigateur. Et quelque chose me freinait encore un peu pour me lancer ce projet, c'est la problématique des retours des voiliers en cargo et des skippers en avion, puisque ça contribue grandement au changement climatique via l'émission de gaz à effet de serre. Et donc j'ai réfléchi à un projet qui permettrait de réaliser mon rêve de Mini Transat tout en mettant mes convictions écologiques, tout en étant d'accord avec mes convictions écologiques. Et donc j'ai conçu ce projet de retour du bateau à la voile, jusque dans l'Hexagone. Avec comme objectif, sur ces 7000 km, de tenter de battre le record de la traversée. Je crois qu'on est sur un petit peu plus de 17 jours pour le record actuel. C'est ça, c'est à peu près, l'objectif c'est d'à peu près une vingtaine de jours de mer pour ramener le bateau de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Ce sera aussi une première pour vous sur une distance aussi longue en solitaire. J'imagine que psychologiquement aussi, il faut s'y préparer, mine de rien. Exactement, parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Je vais me retrouver dans le cas de la Mini Transat, pendant une quinzaine de jours en mer, sans savoir où sont mes concurrents. Dans le cas du retour, ce sera plus de 20 jours en mer ou une vingtaine de jours en mer, de la même manière, hein, sans avoir de communication très poussée avec la Terre. Là, j'aurai quand même de quoi recevoir un peu de météo plus précise, mais ça restera très sommaire. Et donc effectivement, l'isolement, ça fait partie de l'aventure également. Après, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie, le fait d'être seul en mer pendant des longues périodes, puisque ça me permet aussi d'être d'autant plus heureux de retrouver mes proches une fois revenus à terre. Alors quand un skipper, on dit qu'il apprécie être longtemps en mer tout seul, forcément lorsqu'on est en Vendée, on pense bien sûr au Vendée Globe. Je sais que c'est pas forcément un objectif en soi pour vous, mais j'imagine quand même que dans un coin de la tête, le Vendée Globe peut faire envie. Alors, ouais, en fait, c'est sûr que c'est une course qui fait envie, évidemment, et vous n'êtes pas le premier à me poser cette question en tant que navigateur vendéen, on me la pose beaucoup. Effectivement, j'aime beaucoup naviguer au large en solitaire, donc ce genre de course me fait vraiment envie. Après, il y a aussi plein d'autres projets qui, je pense, me feraient envie. J'aime aussi beaucoup l'idée d'être sur un petit bateau, finalement, avec me retrouver vraiment proche de la mer, proche des vagues, proche des éléments. Et sur ce petit bateau de 6,50 m, c'est ce que j'apprécie énormément, voilà, de sentir, on voit les images à l'écran là, du bateau qui glisse comme une planche de surf. Et ça, c'est des choses que j'aimerais bien continuer à garder.
et ce contact vraiment au plus près des éléments et des vagues. On le voit justement effectivement à l'image, donc ce bateau. Comment ça se passe d'ailleurs à bord au niveau de la cellule de vie? Parce que bon, on a eu l'habitude de voir récemment celle justement des IMOCA du Vendée Globe. On a quand même un petit peu d'espace, même si ça reste pardon, spartiate. J'imagine que là, sur un bateau encore un peu plus petit, on est sur quelque chose de similaire où forcément l'espace est adapté à la taille du bateau, bien sûr. Vous prenez l'espace d'un bateau du Vendée Globe et puis vous le divisez par 3. C'est à peu près l'idée. Donc ça reste vraiment extrêmement sommaire à l'intérieur. Il n'y a pas de cabine, il n'y a pas de toilette. Il y en a juste un petit seau pour les toilettes, un petit réchaud pour la cuisine. Et puis je déplace tous mes sacs, donc à peu près 200-250 kilos de matériel et d'eau potable, que je déplace de chaque côté du bateau pour faire contrepoids. Et je vais dormir au même endroit que les sacs pour faire moi aussi contrepoids. Donc ça reste vraiment un bateau de course, pensé pour la course. Et c'est vrai que le confort reste très limité. Alors vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez aussi un engagement sur les questions bien sûr d'environnement. Cette boucle transatlantique, puisque c'est comme cela qu'on l'appelle lorsqu'on fait donc la boucle pour revenir en France, c'est aussi l'occasion pour vous de sensibiliser notamment les plus jeunes aux questions environnementales. Vous avez édité un petit kit pédagogique qui sera, c'est ça, à destination des écoles. Exactement, donc je viens de dévoiler un kit pédagogique qui a été conçu avec une jeune ingénieure spécialisée en biologie, qui vise à faire découvrir en fait aux enfants de Vendée et d'ailleurs tous les écosystèmes que je vais traverser avec cette boucle transatlantique pendant toute l'année scolaire, puisque je partirai en septembre et je reviendrai en juin, ce qui correspond exactement au format de l'année scolaire. Et donc ce kit permettra de découvrir les écosystèmes traversés, la navigation au large aussi, donc les courants marins, la météo marine, la vie à bord d'un voilier de course au large. On parle de nutrition, on parle de sommeil. Donc en fait, on a vraiment conçu ce kit pour aborder la quasi-totalité du programme de cycle 3, donc du CM1 jusqu'à la 6e. Et ce kit, il est librement accessible à toutes les classes qui souhaitent se l'approprier. Et tout au long du trajet, je prévois également de réaliser des visioconférences pour pouvoir partager le projet et les nouvelles du projet aux enfants et répondre également à leurs questions. Cet engagement sur les questions d'environnement, ça fait longtemps que vous l'avez, cette prise de conscience, elle est venue très rapidement chez vous. Oui, alors je pense que ce qui a beaucoup contribué à cette prise de conscience, c'est de découvrir le monde du plancton. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai organisé un festival du plancton en Vendée là, en juin dernier notamment. Et le fait de me retrouver tout seul sur un bateau il y a quelques années, de pouvoir observer du plancton et de se rendre compte que dans chaque goutte d'eau, il y a des milliers et des milliers de micro-organismes qui vivent, qui cohabitent, qui ont chacun leurs histoires. Et de se rendre compte de ça à l'échelle d'un océan, quand on est au milieu de centaines et de centaines de milliards de gouttes d'eau comme ça, c'est vertigineux. Et à partir de là, je pense que ça a vraiment changé ma vision du monde et ma vision du vivant sur la planète finalement. Vous avez d'ailleurs fait en 2022 une expédition consacrée justement à la recherche sur le plancton, avec différents relevés bien sûr pour les scientifiques. Le plancton qui permet notamment de la production d'oxygène, élément donc important, vous l'avez rappelé. Justement, le monde de la course au large, est-ce que ce milieu prend de plus en plus conscience justement de ces questions? Il en était beaucoup question lors du Vendée Globe, lors de la dernière édition du Vendée Globe. Est-ce que tous les skippers maintenant ont vraiment conscience de l'enjeu qu'il y a autour de l'environnement et du respect de la mer notamment? Alors effectivement, on en prend conscience, on en parle beaucoup, beaucoup plus depuis quelques années, donc de ces problématiques, c'est-à-dire des bilans carbone des bateaux, des bilans carbone de la logistique et également des collisions qui peuvent survenir avec les cétacés. Et donc on en parle beaucoup. Maintenant, il y a encore des marches à franchir pour réussir à passer de la parole à l'action sur ces sujets-là. Et c'est pas simple parce que ça implique de reconsidérer l'ensemble de la pratique, d'accepter parfois peut-être de ralentir un peu la vitesse des bateaux, sans pour autant que la compétition en soit impactée, parce que en tant que navigateur, ce qui compte pour nous, c'est de nous battre à armes égales contre d'autres skippers. Donc c'est tout ça qu'il faut réussir à remettre en question et à faire évoluer pour garantir une course au large qui puisse être durable et que des belles courses comme la Mini Transat puissent encore exister dans des dizaines d'années. On sait dire qu'il y a des projets de recyclage aussi de matériaux pour la construction des bateaux. On aura l'occasion d'ailleurs d'en reparler. Je reviens sur la Mini Transat puisque le temps défile. On est donc à quelques jours, il reste encore un petit peu de temps, c'est le 21 septembre, mais malgré tout, ça va être vite venu ce départ. Quel est le programme justement pour vous de ces prochains jours en termes de préparation avant le départ de la Mini Transat? Alors là, c'est vraiment la dernière phase de la préparation technique. Il me reste quelques petits détails à régler sur le bateau. Dans les prochains jours, je vais être sur les contrôles sécurité, puisqu'on a des contrôles sécurité qui sont assez poussés pour s'assurer qu'on ait tous les équipements nécessaires à bord. Donc, par exemple, j'ai un contrôle de la pharmacie du bateau, j'emmène de quoi même me recoudre en mer. Enfin, on a plein d'équipements de sécurité de ce type-là.
Donc ça va m'occuper dans les prochains jours. Et ensuite, ça va être la préparation de la météo, l'analyse de la météo pour les jours après le départ et le grand départ pour un an d'aventure. Amaury, si jamais on souhaite justement suivre cette aventure, retrouver toutes les informations, retrouver aussi le kit pédagogique, je crois qu'il y a un site dédié justement à l'ensemble du projet. Exactement. Alors j'ai un site amaury-guérin.fr où dans la rubrique école, vous pouvez retrouver le kit pédagogique et vous inscrire gratuitement pour le kit pédagogique si vous êtes enseignant. J'insiste bien sur le fait que ce soit accessible gratuitement à toutes les classes. Et pour suivre l'aventure sur mon site internet, également sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et vous pourrez suivre le départ en direct, a priori, sur TV Vendée. Exactement, et on aura sans doute l'occasion de vous retrouver lors de ce départ, justement, où Aurélien Huard sera sur place pour nous faire vivre le départ de la Mini Transat. Merci beaucoup, Amaury Guérin, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale. Et très bonne Mini Transat d'abord, et très bon retour ensuite. Ce sera au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, pour le retour. Exactement, juin 2026. Merci à vous et à très bientôt.